Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 3479 du Zap Image. On commence aujourd'hui, ce mercredi 12 novembre, avec des anniversaires. Et tout d'abord celui de Jules Koundé, l'arrière droit du FC Barcelone, l'arrière droit de l'équipe de France. Il fête aujourd'hui ses 27 ans, bon anniversaire à lui. Un autre arrière droit, c'est Tino Livramento, le joueur de Newcastle. Il fête aujourd'hui ses 23 ans. On peut voir également que Thomas Lemar, l'ancien joueur par exemple de l'Atlético Madrid, de l'AS Monaco, maintenant il joue du côté de Girone. Il fête aujourd'hui ses 30 ans, bon anniversaire à tous ces joueurs. On continue, on va parler maintenant de la Ligue des Champions féminines parce qu'hier, il y avait quelques rencontres et tout d'abord le Lyon jouait contre Wolfsburg. Il y a quelques années, c'était une affiche de finale de Ligue des Champions à Lyon contre Wolfsburg dans le foot féminin. Donc hier, c'était un match de poule et l'équipe lyonnaise s'est imposée 3-1 face aux Allemands. Donc score parfait bien sûr pour cette équipe de Lyon en patronne et surtout elles sont actuellement premières de cette poule unique de toutes les équipes en Ligue des Champions féminines en attendant les autres matchs bien sûr du jour. Donc 3 matchs, 3 victoires bien sûr pour cette équipe. Une autre équipe française jouait, c'est l'équipe du Paris FC. Elle se déplaçait du côté du Real Madrid. Donc elles ont concédé le match nul important. On se dit oui, c'est un bon point pris pour l'équipe parisienne. Moyen parce qu'elle menait quand même jusqu'à la 97e minute du match 1-0. Elles ont pris le but à la 90 plus 8 minutes de temps additionnel. Et du coup, elles concèdent le match nul. C'est dommage. Du coup, partage des points entre ces deux équipes. La belle victoire de Chelsea 6-0. Elles se sont imposées très tranquillement, bien sûr, les Blues. Et la victoire de l'équipe, je crois que c'est d'être Valerenga. Et du côté de l'AS Roma, victoire 1-0. Voilà pour cette équipe. Donc voilà, concernant tous les matchs d'hier en Ligue des Champions féminines et le programme aujourd'hui, le FC Barcelone féminin reçoit Leuven. Donc il y aura un Bayern Munich Arsenal, un Atlético Madrid Juventus, un Benfica Twente et le Paris Saint-Germain féminin se déplace à Manchester United féminin ce soir. Donc voilà le programme de la Ligue des Champions féminine. On continue, on va parler cette fois-ci de la Coupe du Monde U17 qui se joue actuellement depuis le lundi 3. Tiens, ça fait déjà, demain ça fera déjà 10 jours qu'elle a commencé bien sûr cette Coupe du Monde U17. Et l'équipe de France jouait son 3e et dernier match de poule face au Ouganda. Et défaite des Français 1-0. Donc voilà, défaite mais qualification. Et en plus, ils finissent première. Allez, il y a quand même ce classement totalement fou de ce groupe K. Donc les 4 équipes ont 4 points. Voilà, donc c'est les 3 premiers qui se qualifient. Parce qu'il y a un système de 16e de finale. Et du coup, le 4e, le Chili, tiens, que la France avait fait match nul. Et bien ceux qui finissent 4e, mais sont éliminés. Alors qu'il y a des autres poules où il y a même des équipes qui finissent 3e avec moins de points et qui sont qualifiées. Donc voilà, c'est fou ce groupe. Donc la France finit en tête dans cette poule, malgré la défaite hier 1-0 contre le Ouganda. Et à noter que Nasser, le président du Paris Saint-Germain, avec Arsène Wenger, on peut le voir, était là pour soutenir la France au Qatar, parce que cette Coupe du Monde U17 se déroule au Qatar. Et Nasser, bien sûr, originaire du Qatar, était là pour suivre bien sûr cette rencontre. Donc défaite 1-0, bien sûr, des jeunes Français face à l'Ouganda. Donc du coup, victoire 2-0 contre le Chili, enfin c'est Chili qu'ils avaient gagné la France. J'ai dit que c'était un nul, non, ils ont bien gagné le Chili 2-0. Canada 0-0 et défaite 1-0 contre le Ouganda. Donc une victoire, un nul, une défaite, et ça les permet quand même de finir en tête bien sûr de cette poule. Les autres résultats du côté de cette Coupe du Monde U17, le Mali par exemple s'est imposé 2-0 contre l'Arabie Saoudite, la victoire des Américains 1-0 contre l'équipe de la République tchèque, la victoire du Chili 2-1 contre le Canada, ou par exemple 0-0 contre l'Irlande et le Paraguay. Donc maintenant là c'était les derniers matchs de poule. Maintenant on passe sur les 16e de finale qui commenceront là, je crois pas que c'est aujourd'hui, ça devrait commencer demain ou après-demain, les premiers 16e de finale de cette Coupe du Monde U17. Pour l'instant je sais même pas c'est qui l'adversaire des Français. Voilà pour les 16e de finale. On continue toujours avec l'équipe de France, mais l'équipe de France cette fois-ci. Donc demain match contre l'Ukraine, donc c'est simple, demain au Parc des Princes, s'il y a victoire contre l'Ukraine, la France sera officiellement qualifiée pour la Coupe du Monde l'année prochaine au Canada, au Mexique et aux États-Unis. Et tout d'abord, voici les 24 numéros des Bleus pour le rassemblement du mois de novembre. Bon, je ne vais pas tous les citer, je prends au pif, Mbappé bien sûr le numéro 10, Konaté le numéro 15 et ou par exemple Lucas Hernandez est le numéro 21. Voilà, j'ai pris des numéros au pif. Donc voilà, toujours avec cette liste de l'équipe de France, les 24 joueurs. À noter les gars, pour les Bleus, être là en novembre n'offre pas de garantie pour la compétition estivale. On peut voir là par exemple 2024 avant l'Euro, en 2022, avant bien sûr la Coupe du Monde, 2021 c'était avant l'Euro, 2018 avant la Coupe du Monde. La liste du mois de novembre, c'est pas que tu es là, que tu es sûr d'être à la Coupe du Monde. Par exemple pour l'Euro, voilà la liste du mois de novembre, quelques mois avant l'Euro, sur les 26 qui avaient été appelés au mois de novembre, il y en a 18 après qui avaient figuré dans la liste finale pour jouer l'Euro quelques mois après. C'est-à-dire qu'il y en a quand même 8 qui n'ont pas été
retenus, on va dire, pour jouer à cette compète. Donc voilà, hein, sur tous ces joueurs-là, donc il y aura une bonne partie, bien sûr. On pense les Mbappé, les Olysée, tout ça, les Saliba. S'il n'y a pas de blessure, ça sera sûr qu'ils seront bien sûr là-bas. Mais il y a des joueurs, les gars, où très moyen. Thauvin, on ne sait pas s'il sera présent. Mateta non plus. Manessa Cluche aussi. Donc Lucas Hernandez aussi. Donc voilà. Voilà, c'est vrai qu'il y aura quelques changements avant la liste finale, bien sûr, d'ici avec quelques mois pour la Coupe du Monde. Toujours avec cette équipe de France, on va parler de l'entraînement hier. À noter que Kamavinga et Jules Koundé, absents de l'entraînement collectif, ils ne se sont pas entraînés hier. Donc on verra de nouveau entraînement aujourd'hui, la veille du match demain contre l'Ukraine. On verra s'ils seront là, mais en tout cas, hier, ils n'étaient pas présents. Ces deux-là, il y a à noter que les deux, enfin surtout un des deux, pourrait commencer titulaire. Jules Koundé en plus aujourd'hui, comme je dis, c'est son année 27 ans. Et on peut regarder la composition probable des Bleus face à l'Ukraine. Et Koundé pourrait commencer à droite, malgré qu'il a été absent hier. Donc si de nouveau il loupe l'entraînement aujourd'hui, il pourrait bien sûr être remplacé dans la compo attendue. Donc Mike Maignan bien sûr au but. Donc Koundé peut-être à droite. Donc Saliba ou Upamecano. Et à gauche, soit Digne ou Théo Hernandez. Ça sera Deschamps qui décidera. Milieu de terrain, les gars, ça pourrait être un Michael Olysée, un N'Golo Kanté et un Manu Koné, un milieu de terrain. Et Cherki, Barcola et Kylian Mbappé en attaque. Voilà, ça pourrait être un 4-3-3 demain, le dispositif de Deschamps, bien sûr, pour essayer de valider ce ticket voilà, pour jouer la Coupe du Monde. Parce que voilà, il faut gagner, les gars. L'équipe de France n'est toujours pas qualifiée. S'imagine, tu perds demain contre l'Ukraine. Il y aura un dernier match contre l'Azerbaïdjan plus là-bas qui sera compliqué bien sûr. Donc c'est pour ça qu'il faut absolument gagner demain. Si tu gagnes demain, il n'y aura plus de soucis. La qualif sera là. On va parler de Bradley Barcola annoncé titulaire demain au poste d'ailier gauche. On verra s'il sera ou pas parce que là c'est seulement le compo probable bien sûr. Et il ne joue qu'à 50%. C'est très difficile d'évaluer Barcola sur ces derniers mois. Juge une personne de son entourage accompagnée par son physio, thérapeute. L'attaquant a établi depuis quelques semaines des protocoles de prévention et de régénération. Voilà, parce qu'actuellement il n'est pas, voilà, à 100%, on a pu le voir, même lors des derniers matchs avec le Paris Saint-Germain, tu as l'impression qu'il n'est plus comme avant, où des fois quand il prenait le ballon, vraiment tout droit, voilà, puis ça faisait mal bien sûr aux adversaires, et là tu as l'impression qu'il est un peu sur la retenue, voilà, Bradley Barcola, parce que peut-être il a été touché voilà, par des blessures dernièrement, puis peut-être il a du mal à revenir tout simplement. En tout cas demain il devrait commencer dans le 11 de départ. Toujours avec cette rencontre qui se jouera au Parc des Princes demain. Mais pas que le match sera le 13 novembre et demain on sera 10 ans jour pour jour par rapport à ces terribles attentats qu'il y avait eu du côté de Paris. Et dispositif maximal de sécurité de France-Ukraine alors que le choix de la date du match fait débat parce que c'est vrai qu'il y aurait pu avoir la France, enfin l'équipe de France aurait voulu jouer une autre date que ce 13 novembre. Donc le 13 novembre 2015, donc une date que nous préférons tous oublier, où 132 personnes ont perdu la vie ainsi que 400 personnes blessées dans une série d'attentats à Paris. Donc 10 ans après, donc ça sera 10 ans jour pour jour, l'équipe de France recevra l'Ukraine dans un contexte très difficile et symboliquement discutable. Les forces de l'ordre, désolé, seront sollicitées tout au long de la journée pour les commémorations, mais aussi le soir pour le dispositif de sécurité du match qui se tiendra au Parc des Princes, donc en plein Paris. Donc de plus de 2000 à 2500 Ukrainiens, dont une centaine d'ultras se déplaceront du côté du parc. Donc avec la guerre entre l'Ukraine et la Russie, les autorités craignent des provocations de militants pro-russes dans Paris. Donc voilà, c'est pour ça qu'il pourra y avoir des débordements avant, après, peut-être pendant le match. Donc c'est pour ça que la sécurité sera très renforcée pour ce match demain entre l'équipe de France et la sélection ukrainienne. On continue, on va parler de la conférence de presse de deux joueurs, de Manu Koné, d'Upamecano. Tout d'abord, Manu Koné explique pourquoi on le trouve sous-coté. Il a dit, si je suis sous-coté, oui, je suis un peu d'accord, un peu sous-coté, il le dit. J'ai vu que Deschamps avait dit ça, et je pense que je suis un peu d'accord d'être sous-coté. Je ne suis pas forcément le joueur mis sur le devant de la scène. Je pense que c'est un peu dû à mon départ prématuré vers l'étranger. Il joue maintenant du côté de l'AS Roma. On va dire qu'en France, on ne me connaissait pas vraiment. Je pense qu'on a plus remarqué mes qualités après mes dernières sélections, bien sûr. Donc changer de club, il a dit, je me sens très bien à l'AS Roma. On est premier et je fais partie d'une grande équipe. J'espère qu'on finira bien l'année, qu'on ira à la Coupe du Monde. Voilà ce qu'il a pu dire tout simplement Manu Koné. Il parle aussi de N'Golo Kanté, il est très admiratif de N'Golo Kanté. Il a dit N'Golo Kanté est un exemple sur le terrain. J'étais jeune quand il a commencé en équipe de France, jouer à ses côtés. Peut-être demain les deux en plus pourraient commencer titulaire, montrer la compo. Donc c'est incroyable, il facilite l'équipe. Il est champion du monde et une expérience qu'on n'a pas tous. Voilà ce qu'il avait à dire. Bien sûr Manu Koné. Et il y avait également Dayot Upamecano qui est en conférence de presse. Je pense que je fais partie des meilleurs défenseurs du monde. Oui, je pense qu'il peut se mettre dans ce noyau-là. Donc il a dit, je sais que je fais partie des meilleurs
comme Saliba ou Konaté en équipe de France ou Jonathan Tah et Kim Min-jae au Bayern. Hein. Il relève la concurrence, ce que j'aime. Voilà. Toujours avec Upamecano, hein, donc interrogé sur son positionnement différent en club et en sélection. Upamecano est clair sur ce que lui demande. Hein. C'est à toi de t'adapter à l'équipe de France et pas à l'inverse. Le journaliste lui dit. Hein. Donc le jour où Didier Deschamps vous demandera de presser jusqu'au gardien, il a dit je vais y aller. Si le coach me dit d'ailleurs tu joues en numéro 6, je jouerai en numéro 6 en gros. S'il me met latéral droit, il ira jouer latéral droit, il donnera 100%, peu importe où il joue, il se donnera au maximum. Hein. Upamecano. Hein. Donc timide, réservé, Upamecano explique aussi qu'il n'hésite pas à pousser des coups de gueule sur le terrain. De l'extérieur, les gens pensent que je suis timide. C'est sans doute lié au fait que j'ai parlé publiquement de mon bégaiement. Mais ceux qui me connaissent vous le diront. Je peux parler, bien sûr. Hein. C'est impossible de jouer au Bayern sans parler, bien sûr. Hein. Quand il faut recadrer, je recadre. Quand il faut parler, je parle. Surtout dans les moments difficiles. La perception est liée au fait que je ne le fais pas devant les caméras. Hein, qu'il le fait beaucoup dans les matchs, tout ça, mais il fait peu d'interviews, c'est pour ça qu'il y en a qui disent en gros qu'il est timide, tout ça, mais non, sur le terrain, il dit qu'il parle beaucoup, bien sûr. Upamecano, il est obligé, bien sûr. Hein. Toujours avec lui, donc se confier sur le défi que c'est de vouloir arrêter Harry Kane à l'entraînement. Il a dit, hein, c'est un joueur à 100% à l'entraînement, moi aussi d'ailleurs. Tu sens qu'il veut toujours marquer, il joue avec son corps, vous force à bien défendre, hein, donc vous fait progresser, bien sûr. Quand je joue face à lui, je me dis, Harry Kane, il peut passer en match, hein, mais pas aux entraînements. Voilà, il peut le faire en match, hein, voilà, marquer des buts, tout ça, il est content. Mais à l'entraînement, bien sûr, il essaie de le gêner au maximum, bien sûr, l'attaquant anglais. Toujours avec Upamecano, il chambre aussi Michael Olise sur les duels qu'ils peuvent avoir à l'entraînement, du côté, bien sûr, du Bayern, et maintenant même du côté de l'équipe de France. Hein, quand je commence à mettre l'épaule, donc il, en parlant d'Olise, bien sûr, tremble à la sensation quand je gagne un duel. C'est comme quand un attaquant marque un but. Ce que j'aime le plus, hein, donc les duels, que ce soit un adversaire ou avec Michael Olise à l'entraînement qui me cherche tout le temps. Il me dit, toi, sur 10 duels, je vais te passer 10 fois, mais quand je lui montre que je ne veux pas qu'il me passe, hein, et que je commence à mettre l'épaule, il tremble un peu. Non, sérieusement, les duels, j'aime ça. Il aime voilà, les duels en plus, il est un peu imposant. Voilà, d'ailleurs, Upamecano, donc il aime ça, bien sûr, rentrer dans les attaquants. Et pour Upamecano, le plus dur, hein, c'est Guirassy. Il a fait un classement des attaquants les plus compliqués. Le défenseur des Bleus a livré son top 5 des attaquants les plus durs qu'il a affronté. Guirassy en numéro 1 lors des Bayern Dortmund, hein. Mbappé en numéro 2, Dembélé en numéro 3, Lewandowski en numéro 4 et Harry Kane, son collègue au Bayern, en numéro 5. Guirassy a un jeu de tête extraordinaire et c'est une machine à but. Voilà ce qu'il a pu dire sur l'attaquant guinéen. Et toujours avec Upamecano, je crois que c'était une des dernières déclarations. Donc l'anecdote aussi hilarante, hein, de Upamecano qui révèle avoir joué attaquant et qu'on comparait à Emmanuel Adebayor à l'époque. Hein. N'oubliez pas qu'Upamecano était à Valenciennes à l'époque. Hein. Donc mon jeu de tête c'est inné, j'ai toujours été bon de la tête. Quand j'étais gamin, j'étais attaquant, on m'appelait Adebayor parce que je marquais beaucoup, j'étais grand et j'avais des tresses, hein, un peu comme Emmanuel Adebayor, l'ancien attaquant d'Arsenal. Hein. À part gardien, j'ai fait tous les postes. D'ailleurs, quand j'arrive à Valenciennes en 2013, le directeur sportif me dit « Tu joues quel poste ?» Je lui réponds « Tous les postes » et c'est pour ça qu'il m'a pris. Hein. Il a vu que j'avais plus de motivation que les autres alors qu'il ne devait pas me prendre à la base. Voilà, une autre déclaration bien sûr sur le joueur. Hein. Et toujours avec lui, il parle aussi du Paris Saint-Germain. Il a dit le PSG c'est un très très grand club avec un super coach et de magnifiques joueurs, mais pour l'instant je n'ai pas la tête à ça. Il est arrivé au PSG, tout ça, hein, je me concentre sur le Bayern et l'équipe de France, la saison est encore longue et j'ai un agent pour ça, pour gérer son futur, mais pas qu'il en fin de contrat en fin de saison. Là dans 8 mois les gars il est libre. Hein. S'il n'a pas prolongé au Bayern, et bien sûr, Paris peut être très intéressé. Je me concentre sur le Bayern, j'espère atteindre mes objectifs en fin de saison. Et en parlant du PSG, le PSG va faire une offre de contrat à Dayot Upamecano s'il ne prolonge pas avec le Bayern. C'est vrai que s'il devient libre, Paris va sauter sur l'occasion. Bon, il n'y aura pas que le PSG, les gars. Le Real Madrid aussi a pris la température, mais c'est bien le PSG qui se tient en embuscade et qui se positionnera clairement si le défenseur des Bleus ne renouvelle pas au Bayern. Voilà, donc... Pour l'instant, il est en train de parler avec le Bayern pour prolonger. Pour l'instant, il n'a rien prolongé. S'il venait à ne pas prolonger, les gars, il y a de grandes chances qu'il rejoigne le Paris Saint-Germain l'été prochain. Voilà, ça serait magnifique d'avoir Upamecano à Paris. Surtout, il pourra arriver gratuitement. Donc voilà ce qu'il y a à dire sur l'équipe de France, sur pas mal de choses. Hein. Voilà. On continue avec une autre sélection, l'Espagne, les gars. Il va parler de Lamine Yamal et c'est officiel. Lamine Yamal est forfait pour le rassemblement de la sélection espagnole. Encore un rassemblement qui va louper. Déjà lors du dernier, il avait été appelé. Le Barça avait sorti un communiqué pour dire qu'il était blessé. Du coup, il avait loupé les 2 matchs. C'est la même chose. Voilà, donc il rentre à Barcelone. Il est blessé, les gars. Donc Lamine Yamal a besoin de 7 à 10 jours de repos suite à une gêne pubienne, une pubalgie. Et bon, du côté du Barça, ça passe pas. Pourquoi? C'est parce qu'il a toujours cette gêne. Du côté plutôt de la sélection espagnole, hein, ça passe pas. Pourquoi? Parce qu'il peut jouer avec le Barça avec cette pubalgie, mais dès qu'il arrive avec l'Espagne, il ne peut pas jouer. Donc il joue avec avec le Barça, mais il joue pas avec l'Espagne. Et en sélection espagnole, ça passe pas du tout, bien sûr. Donc voilà, ils ont sorti un grand
un grand communiqué, je ne vais pas tout lire, mais par exemple la Fédération espagnole de football se montre mécontent de la communication du Barça sur la situation de Lamine Yamal. Voilà, ils ne comprennent pas. Hein, ils ont appris ça en plus tard hier, à 22h40, en gros qu'il était forfait et tout. Et voilà, pour Luis de la Fuente, ça passe pas. Le sélectionneur espagnol ne comprend rien au départ précipité de Lamine Yamal de sélection. Je suis choqué, je n'ai jamais vécu ce genre de situation, ce n'est pas normal du tout. Tout le monde est surpris, on ne sait rien, aucune nouvelle, il ne nous parvient, il ne connaît aucun détail. Puis soudain, il nous l'annonce. Voilà. Hein, comme j'ai dit, il voit Luis de la Fuente qu'il a pu jouer par exemple dimanche soir avec le Barça contre le Celta. Et dès que ça arrive avec l'Espagne, il ne joue plus. C'est des matchs en plus pour se qualifier pour la Coupe du Monde. Hein. Il y a la Turquie et la Géorgie. Donc voilà, du côté de l'Espagne, bien sûr, c'est un gros coup dur, la non-présence de Lamine Yamal. Et c'est officiel. Hein. Il sera au repos. C'est plutôt une bonne nouvelle pour le Barça, du coup. Il pourra se reposer. On continue, tiens, toujours avec une autre sélection, les Pays-Bas. Et officiel, Emmanuel Emega est convoqué pour la première fois avec la sélection néerlandaise A. Hein, il a déjà joué avec les espoirs dans le passé, mais là, c'est avec l'équipe pro. Donc il est appelé en renfort en raison de l'état de santé de Wout Weghorst, hein, du coup, qui est forfait. Il est remplacé par l'attaquant de Strasbourg, et on a pu le voir, il a participé à son premier entraînement avec les Oranges. On continue avec une autre sélection, la sélection portugaise, et Cristiano Ronaldo, il a fait quelques déclarations. À coup sûr, la Coupe du Monde 2026 sera ma dernière. Elle n'ira pas jusqu'à la prochaine en 2030, hein, Ronaldo, non, celle de 2026 sera la dernière, sûr et certain pour Cristiano Ronaldo. Et il a dit, hein, sur sa retraite, soyons honnêtes, hein, quand je dis bientôt qu'il va être en retraite, cela signifie probablement encore 1 ou 2 ans. Hein, quand il dit bientôt, c'est pas dans 2 ou 3 semaines, non, c'est 1 ou 2 ans. On se dit, voilà, il va atteindre cette barre des 1000 buts en carrière, il a 953. Hein. Je pense qu'il lui faut encore 2 ans, je pense, et après il arrêtera. Tant que je pense que cette barre des 1000 buts ne sera pas atteinte, il n'arrêtera pas sa carrière, bien sûr, CR7. Donc voilà, hein, quelques infos concernant Cristiano Ronaldo. On va parler de son plus grand rival, Lionel Messi, bien sûr. Et lui aussi, il est en interview, Léo Messi. Hein, donc Messi s'exprime hein, sur sa prochaine grosse dernière échéance avec sa sélection, la Coupe du Monde, parce que lui aussi, on pense que cette Coupe du Monde sera sa dernière, hein, bien sûr. Je suis excité par la Coupe du Monde qui arrive, hein, elle est spéciale, mais je suis aussi conscient, hein, donc c'est spécial de jouer avec l'équipe nationale, et encore plus dans des compétitions importantes, encore plus ce que signifie une Coupe du Monde après l'avoir gagnée aussi, bien sûr. Hein. Mais je ne veux pas être, en guillemets, un fardeau hein, pour la sélection argentine. Je veux me sentir bien physiquement, être sûr de pouvoir aider l'équipe, parce qu'on sait que maintenant c'est l'un des, peut-être même le plus vieux hein, du côté de l'Argentine. Il ne veut pas être un fardeau, hein, il veut toujours être au top. S'il voit que les gars, il n'a plus le niveau pour jouer avec l'Argentine, il préfère stopper, hein, bien sûr. On pense qu'il a le niveau, même si actuellement il s'amuse en MLS, hein, c'est facile. On se dit que oui, il pourrait encore jouer facilement dans un gros championnat européen, bien sûr, hein, Léo Messi. Hein. Mais évidemment, je suis conscient qu'il s'agit d'une Coupe du Monde, hein, que c'est un événement spécial et que la Coupe du Monde est la compétition la plus prestigieuse qui soit. Étape par étape, j'y vais. Donc voilà, lui aussi, même s'il n'a pas dit sa dernière Coupe du Monde, bien sûr, pour Léo Messi. Hein. Messi toujours... Hein, il dit encore qu'il regarde les matchs du FC Barcelone. Je regarde les matchs du Barça, oui, évidemment, d'autant plus que nous sommes plusieurs à être ensemble maintenant. Hein, du côté, bien sûr, de son équipe de Miami, bien sûr. Il y a Luis Suarez, il y a Jordi Alba, il y a Busquets, donc d'anciens Blaugrana. Donc ensemble, des fois, ils se réunissent et regardent ensemble les matchs du Barça quand ils peuvent. Hein. Nous discutons de toutes les situations qui se passent au club, des résultats et du jeu. Il parle beaucoup du FC Barcelone. Du côté de Miami, il parle des résultats, de tout ce qui se passe autour, bien sûr, de cette équipe. Toujours avec Léo Messi, donc pour la première fois, Lionel Messi aussi a évoqué en longueur le sujet de son départ de Barcelone du jour au lendemain. On peut le voir, la photo en bas à gauche, en pleurs, en conférence de presse, voilà, c'était fini. Hein. J'ai gardé un sentiment étrange après mon départ à cause de la façon dont tout s'est passé, à cause de la façon dont j'ai fini par jouer mes dernières années sans personne, à cause de la pandémie. C'est vrai que ces derniers matchs ont été joués dans un Camp Nou vide, parce qu'il y avait le Covid, et les publics ne pouvaient plus venir. Donc c'est vrai qu'il a plus d'adieu, on va dire, des supporters, parce que ces derniers matchs, il n'y avait personne voilà, dans le stade. C'est pour ça peut-être certainement un match hein, sera organisé par rapport à Léo Messi quand le stade sera fini, hein, le Camp Nou. Hein. Donc après avoir passé toute ma vie là-bas, je ne suis pas parti comme je l'avais imaginé, comme je l'aurais rêvé, bien sûr, parce que lui aurait rêvé. S'il venait à quitter le Barça, bien sûr, un jour, hein, ce qui a été le cas. Mais voilà, partir par la grande porte. Il est parti par la grande porte, mais sans un hommage bien sûr du public. Hein. Et puis les adieux étaient un peu étranges aussi à cause de la situation, à cause de tout. Mais bon, je pense que l'affection des gens sera toujours là à cause de ce que j'ai dit, à cause de tout ce que nous avons vécu. Je vous remercie infiniment pour votre reconnaissance éternelle. Voilà ce qu'il peut dire hein, sur le FC Barcelone. Hein. Et toujours avec lui, hein, donc j'ai vraiment envie d'y retourner. Hein. Il veut retourner à Barcelone. Barcelone nous manque énormément à moi, mes enfants et à ma femme. Il me parle sans cesse de Barcelone, de l'idée d'y vivre. À nouveau, on a notre maison, tout ce qu'on veut. J'ai vraiment envie de retourner au stade hein, quand il sera terminé. Ça va être bizarre de retourner dans le nouveau stade et le voir car la dernière fois que je l'ai vu, hein,
remonte à longtemps et ça sera très excitant de revivre ces moments et de me souvenir tout ce qui s'est passé bien sûr dans le passé. Et voilà, il le dit, hein, de toute façon, quand il arrêtera sa carrière directement, il retournera vivre à Barcelone. Il a toujours sa villa à Barcelone. Ouais, il retournera vivre là-bas, c'est sûr et certain. Lionel Messi. Et il parle aussi du PSG. Il a dit, hein, il semble aussi que Paris a été un enfer, mais ce n'était pas le cas. Voilà, pourtant il a souvent dit que Paris, bon, peut-être il parle de la ville, hein, c'est vrai qu'il peut parler de Paris la ville et du PSG. C'est pas la même chose, le club du Paris Saint-Germain et la ville de Paris. Donc la ville est incroyable et nous avons beaucoup apprécié. Quand je dis que je ne l'ai pas bien vécu, c'est parce que je ne me sentais pas bien dans ce que je faisais et dans ce que j'aime. Donc jouer au football, vivre le quotidien, mais simplement parce que je ne me sentais pas bien à moi-même. Donc il dit voilà, que la ville, il aimait bien, hein, la ville de Paris. Et c'est plutôt au Paris Saint-Germain où ça se passait pas super bien. Enfin, ce qu'il dit. Il dit qu'en gros, il se sentait pas lui-même, tout ça. On sait qu'il a passé 2 ans. Après, les stats aussi n'ont pas été super bonnes, hein, pour Messi. Donc du coup, vu qu'il était beaucoup attendu, et vu que les gens attendaient beaucoup de lui, et vu qu'il flopait un petit peu, et ben c'est pour ça aussi que c'est un peu compliqué. On va dire l'aventure de Léo Messi. Donc voilà, quelques déclarations. Il a pu faire au Journal Sport, elle date de hier ou avant-hier, hein, ça. Ces déclarations donc tout récentes, bien sûr, de Léo Messi. On continue les gars, on va parler de Vini Junior. Actuellement, la sélection brésilienne est en Angleterre, hein, parce que là, ils vont jouer un match, hein, contre le Sénégal. Et ça sera bien sûr à Londres, le match. Hein, est présent à Londres, hein, avant d'affronter le Sénégal. Hein. Donc Vini a rencontré les joueurs de l'Académie d'Arsenal, parce qu'actuellement, le Brésil, donc la sélection s'entraîne dans les installations des Gunners. Voilà, avant le match, bien sûr, contre le Sénégal, là, pendant cette trêve. Et voilà, Vini a pu faire un petit coup aux jeunes du centre de formation d'Arsenal. On va parler d'un autre Brésilien, c'est Neymar. Donc lui, sa situation très délicate, compliquée. Hein. Le comportement de Neymar à Santos irrite ses coéquipiers et les dirigeants du club. Selon des personnes interrogées, le Brésilien a exposé les autres joueurs ridicules à plusieurs reprises sans aider l'équipe à réagir lors du dernier match face à Flamengo. Neymar s'est excusé auprès de ses coéquipiers dans les vestiaires pour avoir frappé certains d'entre eux avec un coup de pied dans un verre d'eau à la sortie du match. Voilà. Il a ensuite expliqué qu'il se plaignait principalement de l'arbitrage. Voilà, donc ça se passe mal. En plus, les gars, son équipe de Santos où il est revenu pour jouer les premiers rôles, il joue la relégation. Enfin, il joue pour se maintenir. Hein. Santos est aux portes de la relégation à la 17e place. C'est une catastrophe. Il joue le maintien actuellement, Neymar, avec son équipe. Enfin, quand il peut jouer. Hein. Neto, hein, sa cape de comportement de Neymar, il n'a rien foutu. Donc Neto, c'est le gardien. Donc il n'a rien foutu. Il est honteux. Santos va descendre et ça sera sa faute et celle de son président. Le Brésilien a posté une photo de Kobe Bryant, symbole de rigueur, discipline. Hein. Il serait très très loin de cette mentalité. Voilà, Neymar. Hein. Voilà, c'est compliqué. Hein. C'est très compliqué actuellement la situation du joueur brésilien. On continue cette fois-ci avec Ibrahim Mbaye. On sait qu'il y a quelques jours, j'avais dit qu'il choisissait maintenant de représenter le Sénégal. Il y a une petite photo de lui, les gars. Il semble bien être intégré avec ses nouveaux coéquipiers de la sélection, bien sûr, sénégalaise. Donc, il prépare bien sûr le match contre le Brésil, hein, comme j'ai dit, qui se jouera à Londres. On continue, on va parler du Maroc officiel. Le Maroc annonce que l'octroi des visas électroniques via l'application Yala est désormais gratuit. Les fans de football qui se rendront à la CAN le mois prochain n'auront donc pas à payer pour en effectuer la demande. Voilà, donc, parce que des fois, pour avoir un visa, tout ça, ça prend du temps. Donc là, ça sera très rapide pour aller suivre tout simplement cette Coupe d'Afrique des Nations qui commence maintenant dans 1 mois et 9 jours exactement. On est le 12 novembre, c'est le 21 décembre prochain. Toujours avec le Maroc. Hein. Donc l'OM est conscient de l'importance de la CAN pour Nayef Aguerd, donc défenseur marocain, et ne tentera pas de le retenir. Hein. Donc le staff du club olympien travaille avec le staff du Maroc pour une mise en place d'un programme adapté pour qu'il revienne le plus vite possible. Donc là, il devrait être forfait tous les prochains matchs de Marseille. Hein, pour avoir le maximum de chances de participer tout simplement à la Coupe d'Afrique des Nations. Donc voilà, concernant Nayef Aguerd, il n'a plus Belgique. Bien sûr, que beaucoup de footballeurs ont actuellement. On va parler cette fois-ci de la RDC et chaque Congolais sera millionnaire. Donc l'État a d'ores et déjà prévu une prime exceptionnelle d'1 million de dollars à chaque joueur en cas de qualif pour les barrages intercontinentaux du Mondial 2026. Donc là, ils vont jouer des matchs hyper importants. Là, n'oubliez pas qu'il y a les barrages, les 4 meilleurs deuxième de toutes les poules, hein, vous savez, des qualifications pour la Coupe du Monde dans la zone Afrique. Là vont s'affronter en barrage et les RDC, donc c'est simple, hein, s'ils arrivent à se qualifier pour les barrages intercontinentaux, c'est-à-dire à affronter, mais cette fois-ci une équipe d'un autre continent, et ben ils pourraient tous toucher 1 million de dollars. Voilà, les joueurs de la RDC. Voilà, donc ça
ça ramène de la motivation bien sûr en plus. Donc voilà, on parlera bien sûr de leur performance quand le match sera joué. On va parler aussi du Nigeria, les gars. Les joueurs du Nigeria ont refusé de s'entraîner hier suite à des primes impayées. Donc la sélection joue un match primordial ce jeudi face au Gabon pour la qualification mondiale 2026. Voilà, donc là aussi ça va être un match je pense de barrage pour le Nigeria et le Gabon. Donc les joueurs ont refusé de s'entraîner hier parce qu'ils doivent recevoir des primes, tout ça, ils n'ont pas été payés et du coup ils ne sont pas entraînés à la veille d'un match très important. On continue, on va parler de James Rodriguez, va quitter León, donc une équipe mexicaine, et sera libre de tout contrat en 2026. Le Colombien veut débuter un nouveau chapitre en vue de la Coupe du Monde. Quels clubs doivent se positionner? Je ne sais pas, peut-être un retour en Europe pour lui. N'oubliez pas que lors de la Copa América 2024, il avait été élu meilleur joueur de la compète. Ils n'avaient pas gagné, je crois qu'ils avaient perdu la finale, je crois que c'était contre l'Argentine, mais lui a fait une Copa América de fou. Donc voilà, il devrait quitter León, il pourrait peut-être revenir en Europe, jouer 6 mois. Et pour se préparer au mieux, bien sûr, pour la Coupe du Monde avec la Colombie, où bien sûr son pays est qualifié. Milik donc a complètement disparu des radars du football depuis plus d'un an. 535 jours sans nouvelles de Milik. Qu'est-ce qui se passe avec l'ancien attaquant de l'OM? Donc 535 jours sans jouer avec la Juventus une seule minute. Même pas une minute, les gars. Donc voilà. Très discret, il a affiché son soutien à Carlos Alcaraz au final ATP. Donc on va dire tournoi de tennis. Il a mis juste ça sur ses réseaux sociaux, sinon on n'a plus de nouvelles de Milik, les gars. Peut-être pour lui, le football, les gars, maintenant c'est peut-être secondaire. L'OM fait partie des clubs intéressés par Oscar Mingueza, ancien joueur du Barça, n'oubliez pas ce joueur. Donc Leipzig, Aston Villa, West Ham et Newcastle sont également sur le dossier. Le Barça reste attentif à sa situation parce que le Barça pourrait peut-être le faire revenir. Le Barça a une clause de rachat concernant Mingueza. Donc voilà, il joue actuellement du côté du Celta. En parlant du FC Barcelone, on va parler de Marc Bernal. Et le Barça a autorisé Marc Bernal à disputer un match amical avec la Catalogne. Voilà, donc la sélection catalane affrontera la Palestine le 18 novembre prochain à Montjuic. Là, pendant cette trêve, il y aura un Catalogne-Palestine organisé. Voilà, ce sera Montjuic, vous savez, le stade où joue des fois le FC Barcelone. Donc Marc Bernal pourrait jouer cette rencontre, lui qui n'a pas été appelé avec ni l'Espagne A ni avec les espoirs. Donc il pourrait jouer avec la sélection de la Catalogne. Nagelsmann, le sélectionneur allemand, sur Wirtz, bien sûr, un joueur qu'il a appelé bien sûr pour les 2 prochains matchs de la Mannschaft, on sent en grande difficulté avec Liverpool. Donc ses performances ne sont pas aussi négatives que vous les percevez. Donc voilà, pour lui, il sait qu'il est en difficulté, mais pas tant que ça. Voilà, donc on espère pour lui qu'il fasse une belle trêve, bien sûr. Florian Wirtz. Toutes nos condoléances, les gars, à Amir Richardson qui vient de perdre son père, Michael Ray Richardson, des suites d'un cancer, ancienne star de la NBA avec 4 sélections au NBA All-Star, et élu 3 fois meilleur intercepteur de la NBA, reconnu pour son talent et sa défense. Michael Ray Richardson s'est éteint à l'âge de 70 ans hier. Et donc voilà. Et puis surtout son fils jouait, je ne sais pas s'il est toujours là, mais du côté du Havre. Et ben son père, les gars, on a pris sa disparition malheureusement. On continue, les gars, on va parler cette fois-ci de Fabrizio Romano qui confirme pour Hendrick à Lyon, les gars, c'est quasiment sûr maintenant. Il faut juste attendre l'ouverture du mercato hivernal. Ça ne peut pas se faire un 12 novembre, bien sûr, mais le Real Madrid a donné son accord. Le Real dit oui, c'est bon, il peut y aller pour un prêt d'Hendrick, bien sûr. Donc l'international brésilien veut rejoindre l'équipe de Lyon. Donc il s'agit d'un prêt sans option d'achat. C'est-à-dire que Lyon ne pourra pas l'acheter à la fin de son prêt. Non. Il retournera au Real Madrid 6 mois après, donc le 1er juillet prochain, il retournera au Real. C'est un prêt de 6 mois, voilà, pour qu'il ait du temps de jeu, tout simplement, Hendrick. Donc oui, ça va se faire, et ça devrait être officiel normalement le 1er ou 2 janvier prochain. Donc il devrait bien débarquer en Ligue 1. Toujours en Ligue 1, tiens, on va parler de Robinho Vaz, attaquant de l'Olympique de Marseille, et tout proche de prolonger avec l'OM. Les discussions avec son entourage avancent bien, et sa prolongation devrait être signée avant la fin de l'année. Marseille a refusé 2 offres de transfert pour l'attaquant, qui aurait pu devenir la meilleure vente du club pour un joueur passé par les équipes de jeunes, un joueur en gros qui sort du centre de formation. Ça aurait pu être un joueur qui aurait pu être vendu très cher. Ils ont dit non, les gars, ils souhaitent le conserver du côté de Marseille. Toujours à Marseille, on va parler de Pierre-Emile Højbjerg et la priorité de la Juventus Turin. Roberto De Zerbi est cependant réticent à l'idée de perdre bien sûr son milieu de terrain. La vieille dame compte tout de même tenter sa chance dans ce dossier. Il pourrait inclure Manuel Locatelli dans le deal pour essayer de faire venir Højbjerg du côté de la Juve. Toujours avec Marseille, on va parler un peu d'eux parce qu'on continue de parler avec eux. Parce que Roten, les gars, il a dit: j'ai du mal à croire que la Ligue 1 soit plus ouverte. Le PSG ne peut pas faire pire. Ils ont joué des gros avec des absents et ils sont devant. Marseille, je suis inquiet alors qu'ils ont écrasé l'ogre parisien. Ironique, bien sûr. Mais quand tu regardes le calendrier à domicile, ils ont rencontré des équipes entre la 12e et la 18e place, cette équipe de Marseille. Ils ont déjà perdu 3 matchs à un tiers de la saison. Tu veux être champion avec 9 défaites. Donc Monaco, il a dit on oublie, ils sont à 7 points avec ce PSG là. Strasbourg ne sont pas programmés
à jouer le titre bien sûr de Ligue 1. Et Lens, hein, c'est surprenant même avec eux, il y a eu des piqûres de rappel. Donc il dit en gros, parce qu'en début de saison, il y en a qui disent que la Ligue 1 est plus ouverte, hein, il y a peut-être plus de chances pour des autres équipes de gagner la Ligue 1 que les années précédentes. Voilà, pour Roten dit non, le PSG, il n'y aura pas de souci, il gagnera facilement bien sûr le championnat français. On va parler de Walid Cherchour, cette fois-ci a déjà perdu patience au sujet du gardien du PSG, Lucas Chevalier. Il a dit: le costume est trop grand pour l'instant pour Lucas Chevalier, c'est catastrophique, je reste rempli de doutes sur son cas. Il a les qualités, mais on verra s'il les aura plus tard, le mental et les capacités d'être gardien du PSG. Parce que pour l'instant, on sait que c'est plutôt moyen. Et voilà, on attend surtout de voir dans la deuxième partie de saison, là où il y a les matchs sont importants, là où les titres se jouent, ce que ça donnera bien sûr Lucas Chevalier. Parce que là, il faudra qu'il soit bien sûr présent, parce que là, il n'aura pas le droit de faire de boulettes, bien sûr, le gardien parisien. Des nouvelles de Raheem Sterling a été victime d'un cambriolage dans sa maison en Angleterre. Donc l'incident s'est produit ce samedi, là, il y a quelques jours, hein, vers 18h30, lorsque l'Anglais étant dans son domicile avec sa compagne et leur enfant. Donc des hommes masqués ont essayé de rentrer chez lui par effraction. Pour protéger sa famille, Sterling se serait saisi d'un couteau afin de confronter bien sûr les intrus, hein, qui auraient finalement pris la fuite sans rien voler. Voilà des nouvelles de Raheem Sterling. On lui envoie bien sûr beaucoup de force, ça a dû être traumatisant pour lui et sa famille. La direction de l'arbitrage estime, hein, donc hier on a parlé de ça, il y avait une info, j'avais dit que l'arbitre avait pris les bonnes décisions, mais non, en gros on apprend maintenant de la FFF, en gros il y a lors du match Lyon-PSG que là, sur le but de Kvaratskhelia, sur la récupération de balle de Vitinha, il y avait faute et du coup le but aurait dû être annulé. La direction de l'arbitrage estime qu'il y avait bien faute de Vitinha sur Tessman sur le deuxième but parisien. Le but aurait dû donc être refusé, voilà, pour l'équipe parisienne, hein. Considérant le contact de la jambe droite du joueur parisien sur l'arrière de la jambe d'appui du joueur lyonnais, ce contact pouvant expliquer la chute du joueur lyonnais, la décision technique priorisée par la direction de l'arbitrage est l'annulation du but et la reprise du jeu par un coup de pied, un coup de franc en gros, hein, en faveur de l'équipe lyonnaise. Donc du coup, parce que là il y a une récupération de Vitinha, sur une faute, hein, et 3 secondes après le but de Kvaratskhelia, parce que là on était devant la surface et en gros ce but aurait dû être refusé et du coup voilà, ça aurait fait un but en moins pour le PSG. Du coup Paris n'aurait pas dû gagner contre l'équipe de Lyon, hein. Donc voilà, c'est direction de l'arbitrage, hein, qui estime ça. Et sur, vous savez, la main là, de Zarbani, donc les mots du camion VAR, hein, sur la main de Zarbani face à Lyon. Oh, il a de la chance, hein, ne semble pas toucher, il ne semble pas toucher le ballon, il ne la touche pas. Bon, il la touche, hein, quand même. C'est vrai qu'il touche le ballon, regardez, là il touche le ballon, vous n'allez pas me dire que le ballon ne touche pas la main. Après, ça ne dévie pas la trajectoire. Le ballon, peut-être il la touche, mais il n'y a pas de déviation énorme, bien sûr, de la trajectoire du ballon, hein. Donc, ça ne bouge pas la trajectoire. Contrôle terminé, aucune certitude que le ballon n'a été touché. Pas de changement de trajectoire, rien qui change. Donc, du coup, pas de penalty. Voilà pour l'équipe de Lyon. On continue, les gars. Tiens, avec les arbitres, hein, de Ligue 1 ont déjà sorti 23 rouges cette saison, record dans le top 5 européen. C'est vrai que si on regarde dans les autres championnats, et ben en Ligue 1, déjà 23 cartons rouges, c'est énorme, hein. En Liga 17, en Première Ligue 8, Bundesliga 8, en Serie A seulement 7 depuis le début de saison. Et en Ligue 1, déjà 23 rouges, c'est 3 fois plus quand même qu'en Allemagne, en Angleterre ou même en Italie, pour vous dire, hein. Il y a beaucoup de rouges, hein, cette saison en Ligue 1. Et on finit aujourd'hui, tiens, avec un coach, un nouveau coach de l'Atalanta, Juric, hein, c'est fini. Il a gagné pourtant à Marseille, tiens, mercredi dernier. Bon, ils ont pris 3-0 contre Sassuolo, hein, ce week-end, défaite de trop. Et du coup, c'est lui, Raphaël Palladino, qui devient le nouveau coach de l'Atalanta Bergame pour remplacer Juric, hein. Sur le banc, donc voilà, on finit avec lui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve nous demain, voilà, demain jeudi, hein, pour le prochain numéro. Je vous souhaite une bonne journée et à demain.